Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Avant de commencer l'émission du jour, un petit mot du projet qui nous occupe en cette fin d'année avec Alexandre Jublin, qui en co-anime le podcast Le fil de l'épée sur l'histoire de la guerre, puisqu'on va transformer les émissions consacrées aux guerres oubliées en livres. Et c'est un projet participatif, collaboratif, qui marche par des précommandes. Et vous êtes beaucoup à avoir déjà choisi de précommander le livre sur le site ulule.com/conflit. Et on est très très heureux évidemment que ça se profile. On remercie les personnes qui ont contribué et les autres. Et vous pouvez aller y faire un tour et voir à quoi ça va ressembler. On est très content de faire ça. Alors, dans le podcast Parole d'Histoire, que vous retrouvez sur paroledhistoire.fr, j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Julie Duprat. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conservatrice des bibliothèques, archiviste paléographe. Pour les gens qui ne sont pas du métier, ça veut dire notamment que vous êtes passé par l'école des chartes et que vous avez appris à travailler sur ces anciens documents, des anciens documents du XVIIIe siècle en particulier. Et vous venez de publier aux éditions du CNRS Casimir Fidèle, 1748-1796, parcours d'un affranchi. Donc, un homme né en Afrique, devenu esclave, affranchi à un moment de sa vie et dont vous avez retrouvé la trace. Alors, vous racontez dans le livre les éléments déclencheurs de la recherche, et c'est une recherche qui vous a beaucoup occupé pendant longtemps et de manière intime. On le sent, c'est un livre qui porte cette marque d'un investissement personnel très fort. Qu'est-ce qui l'a déclenché ? Ce qui l'a déclenché, c'est ma thèse d'école des chartes, tout simplement. À l'époque, je travaillais sur mon sujet de thèse, qui était donc l'immigration noire à Bordeaux, dans le dernier tiers du XVIIIe siècle. Et dans l'objectif de la thèse, c'était vraiment de retracer tout le parcours de ces personnes-là, d'essayer d'estimer leur nombre de manière un peu plus précise, de retracer leur vie sur place. Ça m'a amené à dépouiller beaucoup de sources, aussi bien des sources classiques d'archives sur lesquelles on reviendra, je pense, et puis pas mal d'ouvrages d'érudits bordelais aussi, des choses un peu obscures parfois, mais qui avaient le mérite de faire ressortir des petites informations qui, comme ça, glanées les unes après les autres, permettaient d'esquisser un panorama plus général. Et c'est dans un de ces bouquins qui n'a pas du tout une prétention académique, qui avait la mention d'un nègre traiteur tenant l'hôtel de l'empereur. Et la mention elle-même était extraite d'une lettre de Caligostro, dont je parle dans le livre plus amplement. Mais voilà, l'érudit se contentait de citer ça. Et ça m'a tout de suite beaucoup intriguée parce que moi, dans ma thèse, c'était la première fois que j'avais accès à quelqu'un qui avait l'air d'avoir atteint un tel statut social avec le passé qui était le sien. Il faut savoir que l'emploi de nègre dans les archives, souvent ça fait forcément référence à quelqu'un qui a eu un passé d'esclave. On utilise rarement la mention nègre libre, par exemple, et même jamais, pour parler de ceux qui sont libres de naissance. Donc d'avoir ces deux adjectifs collés l'un à l'autre, la mention de nègre et la mention de traiteur d'un hôtel de luxe, ça montrait forcément une certaine... une double vie, presque, dans ce personnage. Et dès lors, j'ai toujours voulu en savoir plus sur lui. Et la chance extrême que j'ai eue, c'est qu'assez rapidement, j'ai pu retracer son existence. Enfin, assez rapidement, ça m'a pris quand même presque 10 ans de tout collecter. Mais vu qu'à un moment de sa vie, il a justement été affranchi et qu'il est devenu libre, il a produit beaucoup, beaucoup d'archives. Et donc, ça permet, in fine, d'avoir une vision... assez complète, je pense, de ce qu'a été sa vie pendant quasiment 50 ans sur le territoire métropolitain. Juste comme complément, à propos de l'emploi de ce terme nègre, qui évidemment est très lourd aujourd'hui, mais qui s'explique historiquement dans le contexte, je signale que pour les gens que ça intéresse, pour contextualiser de façon un peu plus large les questions de l'esclavage, il y a un beau livre d'Aurélia Michel qu'on avait reçu dans le podcast qui s'appelle Un monde en nègre et blanc, qui est vraiment une grande interprétation globale des questions d'esclavage et qui contextualise cela. En vous lisant chercher les traces de cet individu de manière très tenace dans les archives, on pense assez souvent à Alain Corbin et à Pinago, c'est-à-dire ce sabotier de l'Orne que l'historien avait fait émerger d'archives où il apparaissait peu, parce que c'était un homme du peuple, et donc du coup il avait peu laissé de traces, il n'avait pas écrit de sa main. Est-ce que c'est un parallèle auquel vous avez réfléchi pendant la recherche ? C'est un parallèle que j'avais en tête, oui, parce que moi, l'objectif, c'est effectivement vraiment de faire de la micro-histoire, donc de partir d'un personnage inconnu et à partir de là, de dérouler une histoire plus globale qui est celle des minorités noires en France métropolitaine. Ma thèse a été publiée, mais ça reste une thèse dans sa manière d'écrire. Et donc, je voulais avec ce livre aussi à la fois introduire Casimir Fidèle, qui m'est extrêmement cher, et puis permettre au fil du récit de donner des informations supplémentaires et de recontextualiser en fait son existence en France, parce que moi j'ai choisi Casimir Fidèle parce que je suis fascinée par cet homme et que je l'ai rencontré assez rapidement, mais en fait il y a plein d'autres personnalités de personnes noires qui ont vécu en France au XVIIIe siècle qui mériteraient et qui sans doute avec la même ténacité au niveau des archives pourraient également avoir une biographie
aujourd'hui et permettrait d'avoir un tableau beaucoup plus complexe de ce que c'est la réalité de vivre en France en étant perçu comme étranger et comme venant d'un continent différent. Donc oui, je l'avais tout à fait en tête et je voulais vraiment me placer dans cet héritage-là. Et je suis contente d'ailleurs qu'on voit les parallèles et qu'on pense à ça en lisant mon livre parce que c'est des beaux ouvrages. Cette recherche en archives, elle est compliquée parce que c'est des traces très ténues. Et il y a en partie un passage intéressant où vous dites que pendant longtemps, vous avez buté sur la recherche du bateau qu'il avait amené, plutôt du bateau esclavagiste en fait, dans lequel il avait été pris. Et il y avait simplement une erreur de transcription. Qu'est-ce qui s'est passé et à quoi ça tient finalement de trouver la vraie information à partir de quelque chose qui était erroné? Ça tient à pas grand-chose parce que vraiment, comme vous dites, ça m'a bloqué très longtemps pour rien, alors même que donc, l'information venait d'un dictionnaire qui est une référence en matière, qui est le dictionnaire des gens de couleur en France moderne, qui a été édité et compulsé par mon propre directeur de thèse, Éric Noël, et dans lequel l'idée c'est vraiment que de manière collective, on indique toutes les traces de personnes afrodescendantes qu'on a vues en France métropolitaine. Et il y a eu tout simplement une confusion entre la date de départ du navire et sa date de retour, parce que dans la manière dont sont classées les archives, c'est pas aussi évident. Les archives sont classées par date de départ, alors même qu'elles peuvent avoir des dates d'arrivée assez dissemblables, ce qui fait que lorsqu'on va chercher dans le dit dossier, en fait, on les trouve pas parce que le bateau est revenu en décalé 18 mois, 2 ans plus tard. Et quand j'ai enfin compris ça, qu'il y avait une erreur sur cette date et ce qu'elle signifiait, que c'était pas une date d'arrivée, mais une date de départ, il y a plein de choses qui se sont imbriquées. Et là, ça a été un peu comme une épiphanie, c'est-à-dire que tout a été numérisé sur les archives de Nantes. Et en 5 minutes, j'avais le bateau, j'avais enfin le capitaine de navire, et ce qui était même encore plus émouvant pour moi, et j'ai retrouvé la trace de Casimir dans les passagers, ce qui est assez rare en fait parce que les personnes qui sont déportées sur les bateaux esclavagistes, elles ne font pas l'objet d'une mention systématique. On parle de 300 personnes qui sont des simples numéros, donc on ne va pas rappeler leur nom évidemment. Donc souvent c'est vraiment une masse d'anonymes. Casimir, la chance qu'on a, c'est que il a été sélectionné par le capitaine de navire pour être amené en métropole. Et à ce titre, il a été rajouté lorsque le bateau est revenu des Antilles, après avoir vendu tout le reste de la cargaison. Il a donc été rajouté à la fin de la liste des passagers, comme dernier passager pris aux Antilles. Et donc ça, pareil, c'était vraiment une preuve de plus qui permettait d'affirmer son parcours de vie initial, les 7 premières années de sa vie, d'où est-ce qu'il avait été déporté, sur quel navire, avec quelle famille nantaise. Et voilà, il ne suffit de pas grand-chose, parce que vraiment en 5 minutes, la solution était là, et depuis des années sous mes yeux, sur les archives numérisées en ligne, des archives départementales de Loire-Atlantique. Donc c'était vraiment un moment qui était très important pour moi, et qui est arrivé, je pense, au moment où je commençais à écrire en fait ce livre, et où j'ai vraiment souhaité aller au-delà de ce mystère qui me taraudait. Et voilà, donc ça fait peut-être 2 ans que j'ai la clé de ça, donc c'est pas beaucoup. Vous avez parlé d'archives en ligne et à un moment dans le livre, à la fin, vous donnez des outils, vous donnez des conseils aux gens que ça intéresserait. Autrement dit, vous avez cette compétence, on a dit d'archiviste, paléographe et capacité à aller trouver des choses parfois très compliquées à déceler. Mais c'est aussi une démarche qu'on peut s'approprier. Vous dites même qu'il y a des associations qui aident des gens, on va dire afrodescendants, qui ont des ancêtres esclaves ou qui se questionnent sur ces sujets pour aller chercher tout cela. Oui, absolument. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc j'ai fait quelques lignes à la fin de mon livre, mais pas de manière très complète. Mais je suis en train de rédiger un article de blog sur la question, où là je mets tous les liens, tout ce que je connais, toutes les archives en ligne qu'on peut aller monopoliser. Et c'est vrai que c'est un besoin que j'ai ressenti assez vite, parce que ça fait maintenant longtemps que je fais de l'histoire et qui me tient à cœur de faire de l'histoire publique. Donc j'ai régulièrement des interventions, des passages télévisés, c'était le cas il y a quelques mois, et à chaque fois à la suite de ces interventions ou de ces entretiens publics, en fait j'ai des mails qui arrivent sur ma boîte de personnes qui veulent faire le même travail que moi, mais sur leur ancêtre. Donc j'ai pas tout le temps la réponse de but en blanc à leur donner. En revanche, effectivement, j'ai plein d'outils que j'ai accumulés à force de travail. Donc c'est ce que j'indique. Et puis par ailleurs, il y a effectivement des associations. Je pense à 2 principales. À Paris, c'est l'association CM98 qui travaille justement sur les descendants d'esclaves. Et puis en Martinique, on a l'association Enchoucage qui fait le même travail et qui a également tout un site internet assez complet à partir notamment des affranchissements généralisés en 1848. Donc à partir on peut s'appuyer déjà sur elle, et puis effectivement après il y a plein de ressources qui méritent d'être connues, des bases de données qui ont déjà été réalisées, dans lesquelles assez simplement on peut faire des recherches, et puis aussi des archives numérisées avec lesquelles il suffit d'avoir un petit peu
des manières de fonctionner, enfin savoir comment elles fonctionnent, comment elles ont été créées, connaître les index, connaître les tables décennales, des choses comme ça. C'est pas grand-chose, mais en fait, à partir de là, on peut avancer beaucoup plus vite. Et donc, j'essaye aussi de donner toutes ces informations-là quand je le peux. C'est un livre dans lequel on sent un investissement personnel très fort, et on l'entend quand vous en parlez. Vous n'hésitez pas à vous mettre en scène par moment en disant là, je suis à Bordeaux en week-end et je vais passer devant l'hôtel de l'Empereur. Dans les choix d'écriture, qu'est-ce qui vous a guidé ? Ce qui m'a guidée, je crois, c'est que, comme on le sent, il y a quand même plein de zones d'ombre dans la vie de Casimir Fidèle. Alors j'ai essayé d'enlever le plus possible, mais il y en a plein de questions que je me pose encore. Et je voulais vraiment pas que la version qui soit proposée de sa biographie, ça soit une version arrêtée, qui dise c'est la seule version possible. En fait, moi, je suis tout à fait ouverte que dans quelques années, on vienne me trouver avec des archives supplémentaires en me disant, là, peut-être que ça s'est passé un peu différemment. Et il me semblait que la seule manière de rendre compte de mes propres interrogations, c'était régulièrement de me mettre en scène, donc soit pour rendre compte du fait que je ne sais pas ou que je suis en train de chercher, et puis aussi dans certains passages, parce que je trouvais que ça permettait... j'espérais qu'avec cette mise en scène-là, je fasse passer au lecteur des informations, en tout cas des émotions que moi j'ai pu ressentir en travaillant sur ce livre, qui m'étaient même pas apparues tout de suite, parce que j'avais pas, je pense, conscience, des fois exactement conscience de ce que ça impliquait. Et c'est seulement à force de faire cette recherche assez longue qu'on se rend compte de certaines implications. Moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est vraiment le passage à Nantes, où je suis... donc, je vais à Nantes vraiment au week-end voir des amis, et on prend une navette fluviale, et je me rends compte que la taille de la navette fluviale, qui n'est pas très grande, c'est vraiment la taille exacte des navires négriers de l'époque. Et je trouvais ça important quand même de le rendre palpable de cette manière-là, avec ma propre expérience et cette propre prise de conscience, parce que jusqu'ici, je pense que j'avais un peu une vision édulcorée, une vision de film, de ce que c'est qu'un navire d'Ancien Régime. Et donc, il me semblait que cette mise en scène-là permettait de faire passer ce message-là, qui me semblait important. Donc, il sert un peu à ça, cette mise en scène, à la fois à mettre à distance des fois ce que je dis, en expliquant que je ne sais pas, ou que je ne sais plus, ou que j'hésite, et puis des fois, à faire passer aussi une émotion, parce que et forcément, ça soulève beaucoup d'émotions de travailler sur quelqu'un qui est mort depuis très longtemps et qui, par ailleurs, a une vie compliquée pendant le premier tiers de sa vie. Donc, je trouvais ça important également que le livre ne fasse pas l'impasse sur ça et d'assumer complètement qu'on peut être historien et avoir une émotion très importante à travailler sur quelqu'un et que ça ne nous départit pas forcément de notre objectivité ou en tout cas de notre capacité d'analyser les sources, mais qu'on peut tout à fait être investi de ça quand on travaille. Alors c'est quelque chose qui se développe et qui sans doute n'aurait pas pu être écrit de la même manière il y a 40 ou 50 ans parce qu'effectivement la réappropriation du jeu dans le propos historiographique est un phénomène qu'on voit émerger de manière de plus en plus forte. Autre chose qui marque le ton du livre, et on viendra évidemment sur le fond, mais sur l'écriture, c'est des moments d'imagination où vous essayez de restituer quelles pouvaient être les impressions d'un enfant arrivant dans le grand port africain où les esclaves sont prêts à être embarqués, achetés, vendus et découvrant cet espace ou découvrant les halles de Paris et le paysage sonore de ces halles. Comment vous avez fait, comment vous avez dosé l'imagination et puis le fait historique ? C'était un peu au fil de l'eau, c'est-à-dire que je commençais toujours par partir forcément de moi, mes sources et de ce que j'ai. Et puis des fois, ça se pouvait que je n'avais pas grand-chose, par exemple sur la partie africaine. Je sais quand est-ce qu'il est déporté, la date quand part le bateau de Casimir, mais avant ça, j'ai rien, à part approximativement sa date de naissance. Donc une fois que j'ai compilé toute la bibliographie sur qu'est-ce que le port de Ouidah, le contexte géopolitique de la région, c'était bien, mais j'avais un petit peu envie d'aller plus loin et de me mettre dans les chaussures de Casimir. L'idée, c'était vraiment de voir le monde dans ses yeux. Et ça, c'est quelque chose qui m'a jamais quitté tout au long de l'archive. Je voulais vraiment qu'on soit dans ses chaussures. C'est aussi pour ça qu'au début, je n'utilise pas le prénom de Casimir pendant quasiment tout le premier chapitre, parce que je ne sais pas quel était son premier prénom. Donc il y avait, pour moi, ça relève un peu du même dispositif, c'est-à-dire vraiment que ce soit lui qui conduise le récit. Et donc à ce titre, il me semblait assez naturellement, en fait, des fois, j'ai eu envie d'écrire des passages qui me faisaient envie, soit parce que, effectivement, c'est la déportation africaine et je trouve ça important d'essayer de faire ressentir ce qu'il a pu connaître sur le bateau et puis avant en tant que jeune enfant qui a été séparé de sa famille, etc. Soit à des moments qui aussi, moi, me fascinent pour leur capacité d'évocation, comme Paris au XVIIIe siècle. À l'époque, j'avais assisté à une présentation de cette reconstitution sonore du paysage parisien. Je trouvais que c'était très intéressant. Donc pareil, j'ai eu envie de l'inclure dans cette idée vraiment d'immerger un maximum le lecteur dans la vie de Casimir et dans la vie du XVIIIe siècle en général qui... moi, est un siècle qui me fascine beaucoup et je trouvais ça important qu'on puisse le suivre dans cet univers-là. Et donc, des fois, les passages narratifs
me permettent, en fait, il me semble, de suivre ça. Et après, je reviens à des choses plus académiques, en tout cas un discours plus académique. Mais en tout cas, moi, ça a été ma manière de le mener et de ne pas avoir l'impression de faire un livre qui soit trop académique, justement. Enfin, depuis le début, c'était pas ma volonté. Je voulais un livre qui se lise bien, qui puisse être appréhendé par des gens qui ne sont pas historiens, par mes parents, par mes sœurs, qui n'ont pas du tout ce bagage-là. Et je trouvais que d'avoir recours des fois un peu à la narration, ça permettait de redynamiser un peu le récit. Et, Alors c'est le cas, et puis évidemment, on va rassurer aussi les gens académiques qui nous écoutent. Il y a bien les notes de bas de page qui permettent d'attester de la réalité de ce qu'il racontait. Alors ce qu'il racontait, c'est quelque chose, vous l'avez dit, pour les premières années, on ne sait presque rien sur lui. En revanche, on sait beaucoup de choses sur comment ça se passait, le fait d'acheter des esclaves sur la côte africaine, en Afrique de l'Ouest. Donc c'est quelque chose qui passe à la fois par des négociants et marins français, et puis aussi par des marchands locaux, et des marchands locaux qui parfois eux-mêmes ou via d'autres ont capturé des gens, les ont réduits en esclavage, ou c'est des gens qui étaient déjà réduits en esclavage dans leur société. Donc il y a plein de configurations possibles, mais la réalité globale, c'est celle de quelque chose qui est maintenant institué depuis plus d'un siècle dans ces régions. C'est-à-dire qu'on vient, on achète des esclaves, et c'est des transactions d'ailleurs qui durent des semaines, pendant lesquelles on complète la cargaison d'un navire. Absolument. Le navire de Casimir Fidèle, par exemple, il va rester, je crois, 2 mois et demi ou 3 mois à quai, à Ouidah. Donc c'est tout ce temps-là qu'il faut au capitaine de navire et plus sûrement à son second, le capitaine Marie, sur lequel je reviens beaucoup parce que c'est lui qui, in fine, achète Casimir. Et on sait aussi que les seconds avaient plutôt ce rôle-là de négociateur comparé au capitaine de navire qui avait vraiment un rôle de pilote. Ouidah, ça se trouve dans quel pays actuel ? Ouidah, ça se trouve au Bénin à l'heure actuelle. Et d'ailleurs, c'est le deuxième port de déportation en Afrique. Le premier, c'est au niveau de la côte d'Angola. En tout cas, c'est toute la région de l'Angola. Mais c'était tenu par des Portugais. Alors que là, c'était un port tenu par la royauté en place, qui d'ailleurs avait des conditions assez strictes de négociation avec les Européens qui arrivaient. Ils avaient un peu posé la manière dont ça se passait, et c'est eux qui fixaient les règles du jeu. Et aujourd'hui, Ouidah, en tout cas, a complètement repris ce rôle-là mémoriel. Il y a une porte du non-retour, par exemple, qui est assez célèbre. Et c'est vraiment quelque chose qui est assez... c'est une mémoire qui est vraiment très, très ancrée là-bas au Bénin. Mais c'est moins connu que Gorée, par exemple, oui. comme point de départ africain, alors que c'est plus important numériquement. Oui, donc Ouidah, c'est beaucoup plus important que Gorée. À Ouidah, c'est 1,5 million de personnes qui sont déportées sur l'ensemble du XVIIIe siècle. C'est vraiment très important. Gorée, c'est moins. Là, j'ai pas les chiffres en tête, mais j'ai un article de blog que j'ai fait il y a plusieurs années, que vous pouvez retrouver très facilement sur Internet, sur lequel je reviens dans l'histoire de Gorée. Et en fait, il y a eu une histoire liée à la traite négrière beaucoup plus épisodique, en tout cas beaucoup moins massive. Mais c'est vrai que c'était un port qui était pour le coup quasiment strictement français, à Gorée. Donc d'un point de vue mémorial en France, je pense qu'on s'en souvient plus, alors que Ouidah, ça a vraiment été un port qui a été investi par plein de nationalités différentes. Les Français, les Portugais, les Hollandais, les Anglais aussi, beaucoup. Donc avec des souverains locaux qui supervisent le commerce. Exactement. Et des marins européens qui viennent, marins marchands qui viennent, achètent, et on attend que les navires se remplissent pour ne pas partir à vide et maximiser finalement l'opération. C'est ça. En fait, il y a donc ces souverains locaux qui vont vraiment fixer les règles du jeu. C'est eux qui décident combien on doit leur payer pour qu'ils aient accès, pour que les marins français aient accès aux intermédiaires locaux qui ont ramené les esclaves. Il y a toute une phase un peu de séduction, négociation, où avant d'être mené à ces intermédiaires, il faut quand même s'être soumis. Faut être allé voir le représentant du roi sur place, qui est bilingue, qui a un interprète à côté, mais voilà, il faut être introduit très officiellement auprès de lui. Une fois que ça s'est fait, on peut se rendre chez les intermédiaires locaux qui ont des maisons en ville dans lesquelles ils entassent les esclaves. Et quand les esclaves sont achetés, il y a 2 possibilités pour les capitaines européens. Soit ils peuvent les amener dans les forts. Il y a 3 forts à Ouidah. Il y a un fort français, un fort anglais, un fort portugais. Ce sont des forts qui n'ont pas vraiment de fonction défensive parce que Ouidah n'est pas une ville à prendre, mais ils sont là symboliquement, et puis ils sont là également pour parquer les esclaves dans des conditions déplorables, évidemment. Et puis, donc, soit ils sont parqués là, soit ils sont amenés, quand la date de départ est un peu plus rapprochée, directement sur le navire, qui stationne, stationner n'est pas le bon mot, mais qui a jeté l'ancre. Oui, qui a mouillé. Qui a mouillé, exactement, qui a mouillé un peu plus loin, parce qu'en fait, Ouidah est organisé de telle sorte qu'il y a une rade qui sépare la ville principale et le grand large. Il y a une espèce de lagune, en fait, qu'il faut traverser. Donc, avant d'accéder au dit navire, il faut traverser la lagune avec des petites barques, et puis après, on accède au navire qui du coup mouille beaucoup plus loin que la ville proprement dit. Donc effectivement, c'est tout ce processus-là qui dure
qui dure des semaines et des semaines, parce que les esclaves arrivent au compte-gouttes, et puis après il faut négocier, donc c'est pas immédiat. On a donc un enfant dont on connaît que l'initiale pour l'instant, qui s'appelle E. Et cet enfant, qui a 6-7 ans, il est assez rapidement repéré, mis à part des autres esclaves. Et surtout, et ça c'est très important, pendant la traversée, il n'est pas soumis aux mêmes règles et en particulier aux mêmes contraintes qui font que les esclaves sont d'un côté de la palissade en bois, dans des espaces confinés, presque irrespirables, avec une mortalité très élevée. Lui, il est du côté de l'équipage blanc, et donc il y a déjà quelque chose qui s'est joué de déterminant dans son sort. Absolument. Alors le fait qu'il ait été sélectionné par le capitaine de navire, je sais que c'est arrivé. Après, je ne peux pas pointer exactement quand c'est arrivé, mais je sais qu'il a été sélectionné parce que déjà on lui attribue un prénom. Et on sait qu'historiquement, en tout cas, ça a toujours lieu lors de cette traversée Afrique-Antilles. La sélection d'enfants, c'est la même chose avec Ulodai Kaino, par exemple, qui est déporté un an plus tard. Et lui, c'est la même chose. Il est pareil, renommé et sélectionné à ce moment-là du passage noir, comme on dit en anglais. Il est sélectionné pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un enfant. Donc, a priori, il est plus facile à contrôler qu'un homme adulte. Il a moins de repères. La deuxième, c'est que les capitaines ont besoin d'avoir des domestiques à leur service tout au long de la traversée pour les aider à faire des choses assez variées, prendre soin d'eux, les coiffer, les servir à table. Et puis moi, je fais aussi l'hypothèse que c'est un moment où Casimir a pu être introduit à des premières façons culinaires, parce que la cuisine, ça a quand même un rôle assez important sur le navire. Elle permet de faire vraiment survivre l'équipage et la cargaison qu'on veut voir arriver à bon port. Et on sait par ailleurs, pareil, que ça a attesté qu'il y a d'autres enfants de son âge qui ont été placés lors de ce fameux passage auprès du boulanger ou auprès du coq du navire. Donc effectivement, à un moment donné de cette traversée, moi je fais l'hypothèse que c'est sans doute assez vite, parce que si on a besoin de domestiques, on ne va pas le sélectionner au bout de 3 semaines, mais il est mis à part, et à partir de là, il ne va plus du tout évoluer dans le même espace que les autres esclaves. Il va également sans doute avoir accès à des ressources qui sont différentes, parce qu'il est vraiment collé au capitaine de navire et au capitaine en second. Donc tout ça, ça va évidemment influencer sa survie. Il va survivre plus facilement que les autres, et il ne va pas être soumis aux mêmes contraintes physiques, même si on se doute que l'arrachement à sa terre, ça reste quelque chose d'extrêmement difficile à vivre, et c'est pas parce qu'on le vit au plus près des marins français que c'est forcément une partie de plaisir, au contraire. Mais effectivement, il y a déjà quelque chose qui se joue là et qui va être déterminant par la suite dans la vie de Casimir. Des marins français qui sont des marins nantais, est-ce que ces marins, dont certains ont déjà l'expérience de ce type de voyage, ils ne sont pas à leur coup d'essai, ils font partie, on y reviendra peut-être, de ces groupes de France métropolitaine très actifs dans le commerce, le négoce, l'achat-la-vente d'esclaves. Est-ce qu'il peut aussi y avoir l'idée qu'avoir son domestique noir qu'on ramènera ensuite en France, ça devient la mode, c'est quelque chose qui peut être un élément de distinction? Voilà, est-ce qu'on peut éventuellement imaginer que le Nicolas Marie, donc celui qui fait ce choix, pourrait se projeter là-dedans? Oui, absolument. J'ai oublié de le signaler, mais c'était la troisième raison qui m'a échappé en parlant. Mais effectivement, c'est qu'au même moment, on a une vraie montée de la mode de ce qu'on appelle les négrillons. Donc ce sont ces petits-enfants africains qu'on va utiliser comme moyen d'expression sociale. On va les faire figurer sur les tableaux, souvent à côté de femmes, pour en regard montrer la beauté des femmes blanches françaises. On va les faire figurer lors de banquets, lors de buffets. Enfin, ils ont vraiment un rôle de représentation. On va les retrouver laqués, par exemple. Souvent, on les habille arrivés en Europe dans des costumes qui se veulent orientalisants, mais qui n'ont pas de base historique. Enfin, voilà, on s'imagine ce que c'est que l'Orient, donc on les habille avec des turbans, des boucles d'oreilles. Et effectivement, tout ça, ça fait partie de cette vraie mode-là, qui est également décrite par Mercier, par exemple, dans les tableaux de Paris. Donc, Casimir, il s'insère tout à fait dans ce courant-là, et c'est aussi la troisième raison qui explique qu'il ait été sélectionné parmi d'autres. Et même peut-être qu'il ait reçu ce prénom Casimir, qui n'est pas vraiment un prénom français, mais qui a pu être inspiré par les enjeux liés à la Pologne, parce qu'il y a des rois qui s'appellent comme ça. Enfin voilà, c'est une manière de l'exotiser aussi un petit peu. Il y a plusieurs manières de prénommer un esclave, et effectivement, le côté exotisant, ça revient beaucoup, et Casimir est soumis à ça. C'est soit ça, soit, mais d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve lors de son baptême, où il reçoit un deuxième prénom qui est celui de fidèle, soit on leur donne des prénoms qui font référence aux qualités qu'on attend d'eux. Loyal, fidèle,
etc. Ou des choses très moqueuses, au contraire. Il y en a qui ont pu se faire appeler de noms de chiens, par exemple, des noms qui font référence à des petits chiens. Là, j'ai plus le terme en tête exactement, mais comme si on appelait quelqu'un Carlin, par exemple, aujourd'hui. Donc, il y a un peu toute cette panoplie-là de noms qui peuvent être accolés à un esclave, plus les non-chrétiens, évidemment. Mais Casimir, lui, il penche plutôt du côté, effectivement, exotisant. Donc, il faudrait voir si j'avais accès à la bibliothèque de Nicolas Marie. Est-ce que c'est un homme qui était porté sur l'histoire polonaise? Est-ce que c'était quelqu'un qui était porté sur l'histoire orientale en général? Pourquoi il a choisi ça? Parce que c'est pas très fréquent, quand même. Il doit y avoir peut-être 7-8 autres esclaves, je pense, en France, qui ont porté ce prénom-là, Casimir. C'est pas le plus courant d'entre eux, quoi. Alors, le navire qui le porte quitte l'Afrique de l'Ouest en 1754, arrive à Saint-Domingue en 1755. L'essentiel de la cargaison, entre guillemets, qui a survécu au voyage est déchargé, vendu sur place. Et lui repart avec le second du navire pour Nantes. On décharge à côté de Nantes. Et là, il y a un point très important dans le livre et très important aussi du point de vue des idées reçues sur l'esclavage, c'est que arriver en métropole pour un esclave n'affranchit pas. Vous y insistez beaucoup et c'est effectivement un point majeur. Il y a une idée qui voudrait que, d'après des législations médiévales, l'arrivée sur le sol du royaume de France rendrait libre. Ça a pu être discuté par des juristes, sauf que, en gros, le lobby des planteurs coloniaux a dit non, c'est pas possible, parce que nous, quand on fait nos voyages, quand on va de Saint-Domingue ou de la Guadeloupe à Nantes ou à La Rochelle, on a besoin d'avoir nos esclaves et qu'ils restent esclaves quand on repart. Donc, il y a eu une forme de pression qui a fait que, maintenant, il y a des règles qui disent l'esclavage est légal sur le sol français. Exactement. Ce lobby des planteurs, il a commencé en gros à la toute fin du XVIIe siècle et début du XVIIIe, parce qu'effectivement, avant, il y a eu des affranchissements réguliers pratiqués par les parlements en France, au prétexte que le sol de France rend libre. Mais donc ça, en fait, très vite, s'est rendu caduque, en tout cas pour la période qui m'intéresse, pour le XVIIIe, par 3 législations qui vont se succéder, celles de 1716, 1738, 1777, qui ont toutes pour objectif d'encadrer la venue des personnes esclaves en France métropolitaine. Elles fixent des règles à leur venue. Les propriétaires doivent se soumettre à des enregistrements en amont. Elles fixent aussi théoriquement un temps limite de résidence en France qui, s'il est échu, donne droit à être affranchi. Alors ça, c'est la théorie. La réalité, elle est tout autre parce qu'on a énormément de personnes qui excèdent cette limite qui est donc de 3 ans, qui ne va pas changer tout au long du XVIIIe siècle. Mais on a énormément d'esclaves qui vivent en France au-delà de 3 ans, qui ne sont jamais affranchis pour la simple et bonne raison que pour être affranchi, il faut quand même déjà connaître son droit. Il faut connaître des avocats qui peuvent nous défendre. Il faut après aller plaider devant les parlements. Et même récemment, si on obtient justice devant le Parlement, les travaux de Miranda Spiller sur les esclaves parisiens ont montré que même les décisions prises par les parlements pouvaient être contournées par les propriétaires avec des lettres de cachet, par exemple, pour tout de même arriver à leur fin et faire en sorte de garder le contrôle sur leurs esclaves. Donc tout ça pour dire qu'il y a des législations qui existent, qui vont légaliser l'esclavage en métropole, et que même lorsqu'elles donnent la possibilité aux esclaves d'être affranchis lorsque les propriétaires dépassent les règles qui ont été fixées, en fait, la plupart du temps, ce n'est pas appliqué. Donc, on a bien en métropole, tout au long du XVIIIe siècle, des esclaves qui arrivent avec ce statut-là et qui vont le conserver jusqu'au moment où leurs propriétaires décident, eux, personnellement, qu'on ne les oblige pas d'un point de vue législatif, qui décident d'affranchir leur esclave, et on en reparlera peut-être, mais c'est pas la norme d'affranchir un esclave, ça reste l'exception. Donc en fait, il y a énormément de personnes esclaves qui vivent en France au XVIIIe siècle. On a estimé, grâce à ce fameux dictionnaire que j'avais cité au tout début, le dictionnaire des gens de couleur sous l'Ancien Régime, qu'il y a entre 15 et 16 000 esclaves qui sont arrivés en France métropolitaine à un moment donné, au XVIIIe siècle. Donc ça représente quand même une masse qui est beaucoup plus importante que ce à quoi on pourrait s'attendre, et que j'ai à cœur de rappeler à chaque fois que je fais des interventions, parce que c'est vraiment une idée reçue qui est encore beaucoup trop courante à mon goût. Et je pense que c'est important de se dire qu'on n'est pas une exception comparée aux autres puissances coloniales, que la France n'a pas été depuis toujours une terre d'asile. On se pose souvent en porte-à-faux, par exemple, des États-Unis en disant qu'on a fait mieux qu'eux, mais pour l'esclavage, en tout cas, au XVIIIe siècle, c'est pas le cas.
Le livre montre aussi, et c'est quelque chose dont on avait parlé notamment à ce micro avec Emma Rothschild, qui a fait une histoire d'Angoulême, d'une famille d'Angoulême, et qui montre que même à Angoulême, même loin de la mer, il y a une présence considérable des intérêts esclavagistes, de l'argent qui vient des îles à sucre, de personnes liées à l'esclavage qui sont là. Et le portrait de cette France du milieu du XVIIIe est un portrait où on voit que c'est quelque chose de tout à fait banal. C'est pas marginal, la présence de l'esclavage. La France est un pays dans lequel l'esclavage et les gens qui ont un lien à ça, qu'il s'agisse de gens d'origine africaine, réduits en esclavage ou affranchis, et aussi de tous les commerçants, négociants et des gens qui profitent de ça, c'est un phénomène social assez massif. Oui, absolument. C'est un phénomène chez les élites françaises qui est absolument... enfin, voilà, il n'y a pas de discussion autour du fait de posséder un esclave, notamment parce qu'il y a une vraie, j'ai envie de dire, popularisation de cette mode qui, à la base, est plutôt appropriée par des personnes qui ont directement trait au commerce esclavagiste, donc soit des planteurs, soit des capitaines de navires. Mais par exemple, ce qui est intéressant à Bordeaux, que je connais sans doute le mieux, c'est qu'on a aussi progressivement des familles de parlementaires qui n'ont jamais quitté Bordeaux et qui, lorsque le recensement est effectué en 1777, vont se retrouver maîtres et maîtresses de plusieurs esclaves chez eux, alors qu'ils n'ont jamais mis les pieds aux Antilles. Et je pense que ça montre bien à quel point on a... à quel point posséder un esclave au XVIIIe siècle, ça ne relève pas de l'exception, ça ne relève pas de la marginalité, du moment qu'on a les moyens de se les offrir, bien sûr. Mais comme ça reste, c'est également un moyen de montrer sa richesse. C'est un mode de possession qui est régulièrement usité pour se faire bien voir par les autres personnes qui partagent son cercle social et qui font partie, comme nous, d'un groupe d'élite économique, sociale, politique. Alors parmi ces élites, il y a sans doute des gens qui ont décidé d'acheter ce jeune garçon qui est donc arrivé à Nantes avec son premier maître et à un moment donné qui n'est pas simple à retracer, il est vendu puisqu'on le retrouve à Paris et on le retrouve à Paris comme apprenti cuisinier. Qu'est-ce qu'on peut savoir de cet itinéraire, de ces choix? Alors ce qu'on peut savoir déjà, c'est que la vente elle a été illégale parce que même si les différentes lois que j'ai citées tout à l'heure légalisent la venue de l'esclavage en France, il y a quelque chose qui reste interdit et qui est constamment répété tout au long de ces lois-là, c'est que la vente sur le territoire métropolitain, elle est interdite. Alors ça, pareil, c'est la théorie. En réalité, on se rend bien compte lorsqu'on étudie les archives qu'il y a plein d'échanges d'esclaves qui se font sur le territoire même de la métropole. C'est juste que c'est des choses qui ne sont pas rendues publiques. C'est des choses qui se font sous le manteau. On ne passe pas devant notaire pour vendre son esclave. En tout cas, moi, j'ai jamais rencontré ce cas-là. Et on en fait très, très rarement la publicité. À Nantes, on a le cas d'une annonce qui est passée dans le journal pour faire la publicité d'un esclave qui est à Nantes et qu'on veut vendre. Ouais, c'est quelqu'un qui n'avait pas compris qu'il ne fallait pas en parler. Exactement. Mais c'est le seul. Les autres avaient bien compris ce qui se jouait, donc ils n'en parlent pas. Et c'est en fait exactement ce qui se joue pour Casimir. J'ai aucune archives tangibles qui me permettent de retracer comment il a été vendu, parce que j'ai pas les papiers de la famille Marie, par exemple. Donc Nicolas Marie, c'est son premier propriétaire. C'est un capitaine de navire. Il vient pas d'une famille spécialement noble, il vient d'une famille de bourgeois nantais. Donc j'ai pas leurs papiers familiaux qui me permettraient peut-être de tracer avec une correspondance des gens avec qui il s'est mis en relation. Donc je sais juste qu'il est passé d'une ville à une autre et qu'entre-temps, il a forcément changé de propriétaire parce que Nicolas Marie, lui, est reparti en Afrique dès la fin de la guerre de 7 ans. Donc il a bien dû se débarrasser de cet enfant, qui était devenu adolescent entre-temps, mais de cet adolescent qui était le sien. Donc effectivement, on a très peu d'informations pour documenter ces passages d'une famille à une autre, et Casimir ne fait pas exception. Il y a une mention moi, qui me fait m'interroger dans un recensement qui est fait de la population esclave à Paris en 1762, où on a un jeune homme qui a le même prénom que lui, Fidèle, et qui a le même âge, qui n'a pas exactement la même origine, mais ils ne sont pas non plus des milliers et des cents à habiter à Paris à ce moment-là. Donc je m'interroge sur la potentialité que cette personne-là soit finalement mon Casimir à moi. Notamment parce qu'on sait que les propriétaires mentaient beaucoup lors de ces recensements, parce qu'ils ne voulaient pas se faire épingler par l'administration. Donc ils mentaient sur les dates d'arrivée des esclaves en France, ils mentaient sur leur origine, ils mentaient sur tout ce qu'ils pouvaient mentir s'ils sentaient qu'ils n'étaient pas dans une situation très réglo. Donc ça, c'est mon hypothèse la plus tangible, mais j'ai rien non plus pour la confirmer complètement. Donc ça reste à l'heure actuelle une hypothèse, mais du coup, cette hypothèse-là, si elle est vraie, ça serait qu'il serait passé entre les mains de la famille Potier de Courcy, qui est une famille de la noblesse bretonne, et que ce soit eux, du coup, qui l'aient racheté à Paris et qui l'aient placé dans l'hôpital de la Trinité, qui est donc un hôpital qui a été conçu pour former les orphelins parisiens
à des métiers. Et l'idée, c'est que le coût de la formation est beaucoup plus réduit qu'un coût de formation classique chez des artisans dans le cadre de l'apprentissage avec des corporations. Oui, alors ça, je signale pour les gens qui s'intéressent à l'histoire sociale de l'Ancien Régime, on découvre des choses sur le fonctionnement corporatif et sur ce lieu de formation qui permet de contourner un petit peu le cadre corporatif. Donc, il devient cuisinier, même si, vous le dites, il y a des spécifications parce qu'un rôtisseur n'est pas un pâtissier, etc. Donc voilà, il apprend quand même toute une série de gestes culinaires qui vont lui servir parce que ce qui en fait le protagoniste ensuite de sa propre histoire, c'est qu'il a des compétences et qui permet, il sait présenter des repas, il sait organiser des banquets, c'est vraiment là, c'est ces années parisiennes d'apprentissage qui font de lui quelqu'un ensuite qui a des savoir-faire qui le rendront encore plus libre que le seul affranchissement au sens juridique du terme. Exactement. Et puis c'est vraiment quelque chose, une formation qui est, on le sent, qui est très très importante pour Casimir Fidèle, parce que lui, plus tard, quand il sera donc libre, qu'il pourra passer des contrats en son nom, jamais il ne se désigne comme africain, jamais il ne se désigne comme nègre. C'est pas la manière dont il se perçoit lui, Ni même affranchi. Ni même affranchi. La manière dont il se perçoit lui, la manière dont il a envie de se faire connaître, c'est comme maître traiteur parisien. Et c'est ce qu'il rappelle constamment. Il est maître parisien à Bordeaux. Parisien. À Bordeaux, pour montrer qu'il a eu cette formation-là à Paris auparavant. Déjà, les Parisiens venaient à Bordeaux et imposaient leurs critères économiques aux grandes dames de la population locale. C'est ça. Mais ça montre bien qu'il veut faire valoir une formation qui est sans doute... je ne sais pas s'il est jugé... Elle est comme oui, je pense jugée comme supérieure parce qu'elle a eu lieu dans la capitale, qu'il a été formé au sein de la corporation très officielle des maîtres, traiteurs, rôtisseurs, pâtissiers. Ça, c'est une corporation qui est... Bon, bref. Je ne sais pas si je dis tous les détails de la corporation, mais voilà ça. Bref, donc effectivement, c'est quelque chose qui lui importe beaucoup et c'est un statut qui est primordial pour expliquer après, en fait, comment, sa carrière à Bordeaux et la manière dont il a pu réussir économiquement dans cette nouvelle ville qui lui est une nouvelle ville étrangère. Cette ville de Bordeaux, il y arrive entre 25 et 30 ans à peu près. Et entre 25 et 30 ans, coup sur coup, il y a deux étapes absolument majeures pour lui. Son affranchissement juridique, sans doute par la famille bordelaise à qui il a été vendu pour des raisons qui nous échappent un peu. Et puis son mariage, et là on a un peu plus d'informations, il est marié en 1778 avec une femme du Limousin, qui n'est pas simple non plus à retrouver dans les archives, mais vous avez fait beaucoup de choses pour la retrouver. Et c'est un mariage mixte, au sens où c'est une Française blanche qui épouse un homme africain noir. C'est pas quelque chose qui va de soi non plus à cette époque. Non, absolument. Ce qui est en plus fascinant avec leur mariage, qui a lieu donc en 1778, au moment où Casimir a été affranchi, donc le mariage est possible parce qu'il est déjà libre à l'époque, c'est que vraiment il prend place au moment même où il y a plein de débats, au même moment, dans les sphères gouvernementales pour savoir est-ce que les mariages mixtes, on les autorise ou est-ce qu'on les autorise pas. Et il y a plein de points de vue qui se télescopent. Le premier point de vue va consister à dire les mariages mixtes ne sont pas autorisés parce que depuis plusieurs décennies, il y a cette idée que la race blanche peut être dégradée, notamment par les mariages mixtes, et qu'on veut limiter la naissance de métis libres qui peuvent après prétendre aux mêmes ambitions que les personnes blanches. Et donc on cherche vraiment à instaurer une barrière de couleur très franche. Et la manière de le faire, c'est de limiter et de pointer du doigt les mariages mixtes. Donc notamment, ces points de vue, c'est le point de vue des planteurs, c'est le point de vue également du ministère de la Marine. Mais en face, en France, à la même époque, on a des personnes qui n'en sont pas positionnées pareil. On a par exemple le roi Louis XVI qui n'est pas d'accord avec cette affirmation-là. On a également toute l'Église catholique qui est globalement pas non plus très favorable à ça, puisque eux, leur objectif, c'est quand même d'avoir des unions légitimes et pas d'avoir des concubinages au simple prétexte que le métissage soit quelque chose d'absolument répréhensible. Et donc, en 78, on a justement cette espèce de rencontre entre tous ces points de vue qui se font, avec des lettres qui sont envoyées, qui disent tout et son contraire, en fonction du moment où c'est envoyé, par qui c'est envoyé. Donc, au final, les autorités locales, elles vont faire ce qui leur semble bien, et elles vont agir très différemment. À Nantes, effectivement, les mariages mixtes n'existent quasiment plus à partir de cette date. Et puis à Bordeaux, par contre, ça n'a aucun impact. Tous ces débats-là ne semblent pas avoir
eu l'impact souhaité. Et en tout cas, les récriminations possibles des planteurs n'empêchent pas les prêtres de procéder au mariage. Et donc, c'est ce qui peut expliquer, et d'ailleurs, c'est ce qui explique que Casimir Fidèle et Ursule Lachaise peuvent se marier et avoir leur fils ensemble sans que personne n'y trouve rien à redire. Alors, c'est les années fastes pour Casimir Fidèle et son épouse, après voilà, des difficultés initiales, mais malgré tout, ils arrivent à conjuguer son capital professionnel, savoir-faire culinaire, le capital financier de sa femme dont elle a hérité en partie, un partage des tâches, lui fait la cuisine, elle, semble-t-il, elle écrit mieux, donc elle gère un certain nombre d'affaires courantes, et du coup, ensemble, ils font une unité économique, ce qui est aussi typique non seulement de l'Ancien Régime, du monde contemporain, mais sous l'Ancien Régime, c'est très très important que le couple soit aussi cette unité économique très, très complémentaire. Et du coup, ça donne un hôtel qui a une grande réussite, cet hôtel de l'empereur, alors avec petite anecdote que l'empereur d'Autriche y a séjourné, voilà, ça s'appelle comme ça, mais c'est un hôtel bordelais qui devient assez rapidement un lieu très couru, très prisé, y compris par des grands personnages. Absolument, donc du coup ils vont tenir ensemble et je suis très contente que vous ayez mis l'accent sur le fait que c'est vraiment une activité conjugale. Donc ils vont tenir ensemble cet hôtel pendant 15 ans et on voit passer, et c'est ça qui m'a aussi fascinée dans ce personnage, c'est qu'on voit passer des figures qui sont beaucoup plus connues que Casimir Fidèle. Ouais, des stars du 18e. Exactement, des grandes stars du 18e, en tout cas pour tous les 18e-istes. Donc on a Mesmer, par exemple, qui vient, on a Cagliostro qui vient, on a quelques peintres qui sont moins connus, mais Mesmer et Cagliostro, c'est les deux principaux qu'on connaît le plus, spontanément. Donc on a malheureusement, il n'y a pas Rousseau, voilà, non, mais bon. Non, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Et puis après, sur la Révolution, peut-être qu'on y reviendra, mais il y a par exemple des proches de Talien qui sont logés à l'hôtel de l'Empereur. Et de toute manière, l'hôtel de l'Empereur, il fait partie de ces hôtels qui sont recensés dans l'almanach bordelais. Et évidemment, l'almanach ne recense pas les 300 hôtels, auberges qui peuvent héberger les voyageurs à l'époque. Il y a une sélection qui est faite et on ne sélectionne que les 10 ou 15 qu'on juge les meilleurs et qui vont intéresser les élites qui elles-mêmes lisent l'almanach et qui les reçoivent chez elles. Et ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que, moi, ce qui m'a beaucoup fait sourire, dans l'un des clients potentiels de l'hôtel de l'Empereur, on a un planteur réunionnais qui est très connu, qui est le planteur Panon d'Esbassens, qui est le principal esclavagiste de l'île de la Réunion. Et lorsqu'il fait pour la première fois un voyage en France, en métropole, il n'a jamais mis les pieds en métropole avant, c'est vraiment un enfant créole. Donc il arrive en métropole et le premier endroit où il veut aller se loger, c'est l'hôtel de l'Empereur. Il le raconte dans son journal et il raconte également que l'hôtel est complet, donc il doit se rabattre sur son deuxième choix. Mais je trouve que ça montre beaucoup de choses finalement, cette mention d'un séjour qui ne s'est pas fait. Ça montre que l'hôtel de l'Empereur avait déjà sans doute une renommée suffisante pour que son réflexe à lui, ça soit d'y aller tout de suite. Renommée suffisante malgré le statut de son hôtelier. Et peut-être d'ailleurs qu'il en jouait Casimir, je pense, de ce statut d'hôtelier tout en étant africain d'origine. C'est quand même de l'ordre de l'exception. C'est le seul à Bordeaux avec ce statut-là. Donc je pense qu'aussi il a pu le réutiliser comme stratégie marketing presque. Et ça s'est pas fait finalement parce que c'était complet. Donc c'est un peu... C'était complet, ça veut dire que ça marchait bien. Exact, ça marchait bien. Et Panon d'Esbassens, le planteur, n'a pas pu être logé dans l'hôtel de l'ancien esclave. Donc je trouve qu'il y a quand même il y a une ironie du sort là qui est très rigolote dans les archives. Et on a de la chance parce que du coup pour l'hôtel de l'Empereur, tout ça je le sais, entre autres, parce que j'ai pas les archives de fonctionnement de l'hôtel. En revanche, l'hôtel a énormément figuré dans les annonces bordelaises du XVIIIe siècle. Donc pour tous les ans, j'ai plusieurs annonces qui permettent de savoir des fois quelles personnes s'y logent, en fonction, quand ils indiquent qu'ils cherchent par exemple à voyager, donc on sait qu'ils sont des clients de l'hôtel de l'Empereur, les domestiques qui ont été pareil employés à l'hôtel de l'Empereur et qui cherchent à se replacer par la suite. On a comme ça encore plus de 90 annonces, je crois, où vraiment au jour le jour presque on peut suivre l'activité de ruche de cet hôtel qui sert à la fois d'hébergement et de lieu et de restaurant pour les élites qui l'hébergent, mais aussi des fois de lieu de jeu. On sait qu'il y a eu des bals qui se sont tenus, c'est un lieu de divertissement. Au rez-de-chaussée, on retrouve des artisans à qui Casimir a loué une partie de l'établissement, qui plus ça va, plus l'hôtel s'étend sur les appartements voisins. Donc il y a comme ça une espèce de super structure de divertissement où on peut tout trouver, qui se développe. Et donc ça montre très bien que visiblement, Casimir Fidèle et Ursule Lachaise savaient très bien gérer leur affaire, leur argent, ils savaient où ils allaient, ils savaient comment trouver leurs clients. Passer les premiers mois où ça a dû être un petit peu difficile, en tout cas c'est ce que semblent dire les journaux, mais une fois que leur réputation est faite, vraiment c'est une histoire de réussite professionnelle qui ne s'arrête qu'à la Révolution, au moment où leur hôtel subit un incendie, qui là du coup va effectivement, ça va rebattre beaucoup de cartes. Alors il faut évidemment, quand on fait ce type d'enquête sur un personnage dont l'ascension, l'émancipation est aussi frappante,
il faut sans doute faire attention à ne pas l'idéaliser et en faire un héros parfait en tout point, qui serait l'ancien esclave devenu libre, généreux, fort, etc. Parce qu'il y a évidemment des indices qui peuvent aller en ce sens, mais il y a aussi des choses qui montrent que cette réussite sociale, elle a une contrepartie qui est, peut-être pas un reniement, le mot serait trop fort, mais en tout cas qui est de ne pas fréquenter les autres noirs bordelais, ou en tout cas de ne pas s'identifier pleinement à cette communauté, parce que précisément, en étant traiteur parisien plus que noir africain affranchi, on a une distinction sociale. Et donc, vous le dites, il fréquente peut-être plus les réseaux maçonniques et les élites blanches bordelaises que des gens qui lui ressemblent davantage parce qu'ils ont une origine commune. Exactement, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a tenu à cœur tout au long de ce livre. Et d'ailleurs, peut-être qu'il y a des moments où je suis allée, j'étais un peu trop tout le temps en train d'essayer de comment dire, pas de me raisonner, mais j'essayais vraiment de ne pas tomber dans l'apologie. Et des fois, je me suis posé des questions supplémentaires en me disant, mais vraiment pour vraiment pas tomber du tout de ce côté-là, parce que je voulais pas faire de Casimir Fidèle un héros. Il y a plein de manières d'agir de son côté qui peuvent poser question. Et je voulais aussi que ce livre reflète ça et effectivement pas proposer une histoire très monobloc de Casimir Fidèle qui soit juste celle d'une réussite sociale et, comme vous l'avez dit, d'un homme parfait qui répondrait aujourd'hui aux clichés qu'on se fait de l'esclave, où on a envie que tous les anciens esclaves, ce soient des personnes parfaites, qui sont forcément résistantes, qui sont forcément rebelles, qui ont forcément à cœur d'aider les personnes qui leur ressemblent. Et en fait, avec Casimir Fidèle, ce qu'on constate, c'est que c'est pas le cas du tout. Déjà, s'il se fait affranchir, c'est qu'il a su faire preuve d'une certaine fidélité aux familles qui l'ont asservi. Parce qu'on n'affranchit pas les esclaves rebelles, je le dis, mais c'est important. Et après, par la suite, lorsqu'il est à Bordeaux, on constate qu'effectivement, toutes ces fréquentations, ce n'est, à une exception près, ce ne sont que des élites blanches bordelaises. À la fois ses clients au sein de l'hôtel de l'Empereur, qui régulièrement sont effectivement des francs-maçons, son ami proche, qui s'appelle Jean-Pierre Labotière, qui a 25 ans de plus que lui et qui est un ancien libraire, qui fait partie de la galaxie des Labotières, qui est très importante à Bordeaux, parce que ce sont eux qui tiennent les rênes de l'imprimerie, des librairies bordelaises. Donc ça, c'est son quotidien à Casimir Fidèle. C'est pas du tout ses compatriotes qu'il peut trouver le dimanche à la basilique Saint-Seurin, puisqu'ils habitent tous dans le même quartier, mais a priori, il les fréquente quasiment pas. Et on sait que de sa part, c'est vraiment un choix volontaire, parce qu'en regard de lui, on a d'autres figures d'affranchis bordelais qui ont le même parcours que lui, c'est-à-dire africains, qui ont une formation de cuisinier, qui ont le même âge que lui. Et eux ne font pas les mêmes choix que Casimir lorsqu'il s'agit de leur socialisation. Notamment, on a l'image de Laurent Tarquin, sur lequel je pense qu'il faudrait que je me penche un peu plus tard, qui est cafetier, pareil, qui est né en Afrique, qui a été affranchi, tout ça. Il réussit plutôt bien économiquement, même si c'est pas autant que Casimir Fidèle. Mais lui, toute sa vie, il ne fait que s'entourer d'affranchis et d'anciens esclaves. Sa femme est une affranchie. Pour tous ses enfants, il choisit des parrains et des marraines qui soient affranchis ou qui sont des esclaves. C'est vraiment quelqu'un qui a à cœur de créer une solidarité intracommunautaire. Et donc, quand on voit Laurent Tarquin et qu'on voit Casimir Fidèle à côté, on se rend bien compte que les stratégies, elles sont extrêmement différentes. Donc la stratégie de Casimir Fidèle, effectivement, ça va pas être d'aller dans ce sens-là, d'aller dans le sens que nous, on attendrait aujourd'hui, de se dire... solidarité, parce qu'on a eu même le vécu de traumatisme lié à l'esclavage. Lui, pas du tout. Lui, c'est vraiment, je joue le jeu un maximum des élites, parce que c'est ce qui m'offre la réussite professionnelle, c'est ce qui m'offre des clients, c'est ce qui m'assure mes arrières aussi potentiellement. Et donc c'était important pour moi également de rappeler cette face-là de Casimir Fidèle. C'est quand même quelqu'un qui rencontre ces questions d'émancipation de manière directe avec le moment de la Révolution et qui entre en contact avec les enjeux politiques de manière très forte. Alors, il y a énormément de débats et de discussions. On ne peut sans doute pas rentrer dans tous les détails de tout le moment où finalement l'esclavage est rendu incertain par la Révolution et on a tout le lobby colonial à Paris, à Bordeaux qui essaie de le maintenir, et évidemment d'autres gens qui cherchent à l'abattre, et c'est les esclaves eux-mêmes, bien sûr, à Saint-Domingue qui se chargent de le faire par une insurrection. Mais il y a quand même deux moments tout à fait clés que vous pointez dans le livre. Le moment où il devient officiellement un citoyen libre, le 4 avril 1792, et puis, sans doute encore plus important, parce que là on le voit apparaître dans les archives, ce moment où il se rend à Paris pour célébrer l'abolition par la Convention de l'esclavage. Et là, il figure dans la délégation bordelaise. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de cette séquence révolutionnaire pour Casimir Fidèle ?
Alors, du coup, cette séquence, elle commence effectivement pour lui, a priori, en 92 à peu près, parce qu'on sait qu'en 93, par exemple, il est républicain. Il place quasiment sa dernière annonce dans le journal. C'est une annonce qui indique qu'il y a un cœur de citoyenne républicaine à l'hôtel de l'Empereur. Donc, on sait qu'à ce moment-là, il s'est politisé, même si je ne peux pas vraiment placer avant ça quand est-ce que ça a eu lieu. Et à partir de là, à Bordeaux, comme partout en France, l'abolition de l'esclavage en 94 va avoir énormément de résonance. Et dès qu'on sait que l'esclavage est aboli, il y a une émulation dans la ville où d'un coup il faut faire des fêtes pour célébrer tout cela. Et on sait notamment que cette émulation, elle vient directement des libres de couleur qui vivent sur place, qui vont se porter devant ce qui sert à l'époque de municipalité, qui vont être l'instigateur de la fête. Et notamment, ce sont eux qui vont proposer, et ça c'est très rare, je crois qu'à ma connaissance, ce sont les seuls à faire cette proposition sur toutes les communautés de libres de couleur du territoire métropolitain. Ils vont proposer qu'à l'issue de la fête, on envoie à Paris 3 délégués de couleur bordelais pour aller féliciter directement les députés à l'Assemblée nationale pour l'abolition de l'esclavage. Donc la fête a lieu. D'abord, on choisit les 3 députés. Donc ça sera Casimir Fidèle. Il va être accompagné de Salmon et Dubourg. Et les 3 vont monter ensemble à Paris après avoir figuré dans la fête d'abolition de l'esclavage aux côtés de Tallien. Juste une chose, pendant l'enquête, c'est quelque chose que vous avez su tout de suite? Ou est-ce que vous avez trouvé finalement que ce personnage auquel vous intéressiez, en plus, avait été une figure ayant joué ce rôle, même minime, mais quand même ce rôle symbolique et politique? Je crois que je l'ai su dans l'enquête, effectivement, au cours. Ça arrivait assez tardivement. Je crois que je le savais avant d'écrire le livre. Donc ça a dû arriver, je crois, il y a 3 ans. En fait, j'ai dû aller revoir. Donc ce qui se passe, c'est qu'on sait que cette délégation a eu lieu à Paris, mais on ne donne pas les noms des personnes qui l'ont prononcé. Ouais, donc vous espériez peut-être le trouver. Exactement. Je me disais quand même, dans cette délégation-là, moi tout de suite je me suis dit, Fidèle fait partie du lot parce que je vois pas comment, en étant la personne qui a peut-être le mieux réussi parmi les affranchis bordelais de l'époque, comment il ne peut pas figurer dans la délégation. Donc tout de suite je m'étais dit, je pense qu'il en fait partie. Et puis en allant voir l'archive d'origine, où on retrouve du coup la signature de la délégation, j'ai eu le grand plaisir de constater que mon intuition était la bonne et que Casimir Fidèle faisait partie du lot, avec Salmon et avec Dubourg. Et donc effectivement, c'était un grand moment, je pense, un des plus grands moments pour moi sur la vie de Casimir Fidèle, où moi j'étais le plus ému, je pense, en cherchant sur lui, parce que ça venait rajouter encore une pièce dans la machine de ce personnage qui a eu une vie très complexe, où on a l'impression qu'il a vécu 1000 vies en une. Et donc effectivement, juste un peu avant de mourir, un des derniers grands moments de la vie de Fidèle, ça va être de monter à Paris, de se présenter à l'Assemblée nationale, d'y prononcer un discours qui célèbre l'abolition de l'esclavage et qui signale que les libres de couleur bordelais se tiennent à la disposition des députés s'ils ont besoin d'aide pour faire appliquer le décret aux Antilles. Et puis après, ils vont répéter ce discours également devant la Commune, devant le Club des Jacobins. Et ce qui est assez fascinant, c'est que le soir où ils prononcent leur discours au Club des Jacobins, le même soir, on a Bellay qui vient d'arriver avec les députés de Saint-Domingue. Donc les délégations, a priori, se sont croisées. La délégation très connue de Bellay, qui est députée à l'Assemblée nationale et qui a mis plusieurs mois à arriver à Paris après avoir été emprisonnée et empêchée par les lobbies coloniaux, et ma petite délégation bordelaise qui était jusqu'ici passée un petit peu plus inaperçue, où on a pareil 3 libres de couleur, dont Casimir Fidèle. Donc je pense qu'effectivement c'est un peu l'apex de la vie de Casimir Fidèle, où il est vraiment lié à la Révolution française, et puis à partir de là on repère de nouveau sa trace jusqu'à sa mort. Si on devait rêver à une archive retrouvée, ce serait le livre de compte de l'hôtel, ce serait évidemment un témoignage écrit à la première personne, Ma vie par Casimir Fidèle, ce serait quoi? Je crois qu'effectivement, des archives liées à l'hôtel, soit peut-être des archives personnelles, le carnet de recettes, pardon, ça c'est vraiment un truc qui me fait rêver. Parce que notamment longtemps on s'est interrogé sur ce qu'il faisait à l'hôtel de l'Empereur en termes de cuisine. Moi, je suis persuadée qu'il faisait des cuisines extrêmement attendues et qui se conformaient tout à fait à ce qu'il avait appris à Paris, qui ne faisait pas de la cuisine créole spécifiquement, par exemple. Donc ça, c'est mon hypothèse, et donc j'aimerais bien avoir ce carnet de recettes pour le confirmer. Oui, je pense que le carnet de recettes, c'est quand même plutôt c'est une bonne option, sachant qu'il y a d'autres archives que j'aimerais retrouver, mais là je sais que je les retrouverai pas parce qu'elles ont brûlé, donc ça sert à rien que je rêve dessus. Typiquement toutes les archives liées à Paris,
Voilà, ça sert à rien de les rêver, elles n'existeront plus jamais. Donc le carnet de recettes, s'il y en a une à retenir, le carnet de recettes. Bon, avis aux gens qui nous écoutent, si jamais ils le retrouvent. On rappelle le titre du livre, donc Casimir Fidèle, parcours d'un affranchi 1748-1796, publié aux éditions du CNRS. Est-ce que pour terminer, vous voudriez partager un conseil de lecture au micro ? Absolument. En ce moment, je découvre le genre de l'afro-fantasy. Notamment, mon livre du moment, c'est le livre d'Olivia Butler, Mauvaise graine, qui est un livre qui est paru il y a plusieurs décennies maintenant, mais qui vient d'être traduit en français et qui vient d'être traduit. C'est un préquel à toute sa série qui sera par la suite plutôt de l'afrofuturisme. En l'occurrence, c'est très bien. On y suit la vie d'Anne Yaou, une très vieille dame qui a plus de 300 ans, mais qui parvient à se rajeunir de manière continuelle et qui va être amenée à vivre en Amérique au moment de l'esclavage. Et donc ça parle peu d'esclavage, mais c'est un genre qui est très intéressant et la plume est passionnante. Donc Mauvaise graine d'Olivia Butler, si vous voulez découvrir des nouvelles autrices et des points de vue assez inattendus de fantaisie. Alors moi, je me permets un conseil qui est un peu proche de votre livre, mais sur un personnage assez différent quand même. C'est le livre de Gisli Palsson, L'homme qui vola sa liberté, Odyssée d'un esclave, qui raconte la vie d'un esclave danois qui a fini par être émancipé, mais lui, par la fuite. Il a réussi à quitter son esclavage et à refaire sa vie beaucoup plus loin, en Islande, avec des descendants islandais aujourd'hui qui descendent d'un esclave africain. C'est une histoire très, très intrigante. Racontée de manière un peu le livre n'est pas un livre purement académique et pas parfait, mais il est quand même très très intéressant, notamment parce que on voit que toutes les questions juridiques qui se posent sur Casimir Fidèle, on se les pose aussi au Danemark, on se les pose en 1802 à Copenhague. Le tribunal lui aussi doit statuer sur le juridiquement, est-ce qu'il a le droit d'être là, comment est-ce qu'il est libre ou pas, voilà. Et donc c'est un autre itinéraire individuel à peu près à la même époque et qui est quand même très très suggestif. C'est paru il y a quelques années. Ouais, il est vraiment bien, et en plus il y a tout un côté aussi mémoire orale. Il y a eu pas mal de témoignages oraux qui ont subsisté sur cette personne qui a été guide en Islande, beaucoup. Donc pareil, une histoire assez incroyable. Oui, on l'a pas dit d'ailleurs, mais Casimir Fidèle, il a des descendants bordelais. Oui, tout à fait. Enfin, ils sont plus bordelais maintenant, ils habitent dans la région ils habitaient dans la région de Nancy, parce que c'est là que finit son fils. Mais la descendante que je connais le mieux, elle est dans la région parisienne. Donc finalement, ils sont plusieurs dizaines aujourd'hui à descendre de Casimir Fidèle. Donc ça montre, c'est une belle revanche aussi, je trouve. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir écouté l'émission. Rendez-vous sur le site parolehistoire.fr pour retrouver l'intégralité des épisodes et des séries thématiques. Rendez-vous également une semaine sur deux le vendredi avec Alexandre Jublin sur le fil du collimateur pour le podcast d'histoire de la guerre et des conflits armés, Le fil de l'épée. N'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur le podcast, notamment sur iTunes ou Spotify. Et à bientôt pour un nouvel épisode.